Vous êtes en train d'écouter l'école des life coach, le podcast pour être un peu plus bienveillant et créer un monde un peu plus bienveillant par Tevi Cohn, praticienne en hypnose et life coach. En tant que praticienne en hypnose, j'ai eu affaire à beaucoup de cas d'addiction, que ce soit aux drogues, à l'alcool, au tabac, même des addictions alimentaires, qui sont d'ailleurs les plus difficiles à déloger. Et on pense souvent que quand on a une addiction, il faut qu'on soit pris en charge par quelqu'un d'extrêmement qualifié, quelqu'un d'extrêmement professionnel, ce qui est le cas, tout à fait, évidemment. Il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Et malheureusement, la plupart des gens ont une idée fausse sur l'addiction. Si on prend le tabac, il y a plein d'idées fausses sur les addictions au tabac. La première est que c'est une addiction très forte, que c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à se débarrasser, et qu'il y a certains qui ont un gène qui font que du jour au lendemain ils arrivent à s'arrêter et d'autres non. Le fait est que on a fait plein de recherches sur les addictions et qu'on s'est rendu compte que particulièrement par exemple dans le tabac, il faut seulement 48 heures pour que toute la nicotine disparaisse de notre corps. Donc comment se fait-il qu'on ressente les effets du manque jusqu'à 3 semaines après s'être arrêté de fumer? Eh bien c'est très simple. L'explication elle réside dans une étude qui a été très bien expliquée dans le TED Talk de John Harry sur les addictions. Il y a très longtemps, on a fait une étude sur les addictions aux drogues avec les souris. Et on s'est rendu compte que si on leur laissait seulement un récipient avec de l'eau et un récipient avec de la cocaïne, les souris revenaient régulièrement pour prendre de la cocaïne. Le problème avec cette étude, qu'on s'est rendu compte très très vite, c'est que finalement, les souris dans leur cage qui prenaient de la cocaïne n'avaient aucune distraction. Elles n'avaient pas de jeu, elles n'avaient pas de congénères, elles n'avaient pas de vie sociale, elles n'avaient rien du tout. Et on a recréé cette étude avec l'eau et la cocaïne, et puis plein de distractions différentes dans une cage plus grande, avec plein d'individus les uns avec les autres. Et on s'est rendu compte que pas une seule fois, les souris revenaient pour reprendre de la cocaïne. Parce que finalement, il faut qu'on repense notre rapport à l'addiction. Et c'est la première chose que je fais, moi, en tant que coach, en tant que praticienne en hypnose, dans mes coachings et dans ma pratique. Je ne pense pas à l'addiction comme quelque chose de génétique et neurologique, même si ça l'est. Il y a des prédispositions à l'addiction. D'ailleurs, quelqu'un qui a un trouble psychologique a 4 fois plus de chances d'en avoir un si un de ses 2 parents en a un. Donc si un de vos parents a une addiction, vous avez 4 fois plus de chances d'en avoir vous-même. Mais c'est pas systématique. Il y a 3 facteurs dans un trouble psychologique. L'addiction est un trouble psychologique, pas seulement un trouble physiologique. Il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur génétique. Donc comme je l'ai dit, il y a la transmission générationnelle, transmission génétique. Si vos parents ont une addiction, vous avez 4 fois plus de chances d'en avoir une. Ensuite, il y a le facteur comportemental. C'est-à-dire que si je me conditionne, si j'ai une habitude, si je me dis que de toute façon je pourrai jamais m'en sortir, mon comportement fait que je vais jamais m'en sortir. Ce comportement, il est appris à la fois par le contexte familial, mais aussi par la société, et aussi il y a différents renforcements. Je vais chez le médecin, il me dit que c'est très dur d'arrêter la cigarette, qu'il faut que je prenne des patchs, que ceci, que cela, et évidemment, c'est très difficile de m'en sortir à ce moment-là. Pour l'alcool, c'est pareil. J'ai une cliente qui est alcoolique depuis 15 ans, qui boit une bouteille de vin
voire 2 tous les soirs, qui a énormément de mal à se réfréner pendant ses interactions sociales avec les gens. Et au bout de 5 séances, elle a drastiquement diminué sa consommation d'alcool, parce qu'on a changé quelques petites choses. Évidemment, on ne peut pas changer la génétique, mais on peut changer le comportement. Et on peut aussi changer cette dernière chose qu'est l'environnement. L'environnement, c'est le 3e facteur. C'est le facteur le plus important. C'est le facteur sur lequel on s'attarde le plus quand on est coach et quand on est praticien de n'importe quelle thérapie. C'est la chose qu'il faut absolument tacler. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il y a 80% des cas de dépression qui sont dus à l'environnement. C'est-à-dire que j'ai 80% de plus de chances d'avoir une dépression si je vis dans un environnement précaire. Il y a énormément de troubles de la personnalité, de troubles psychologiques qui se déclarent chez des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Et l'environnement, c'est pas seulement l'environnement dans lequel on vit, c'est aussi l'environnement social, c'est aussi l'environnement familial. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette patiente pour qu'elle aille mieux ? D'une part, on est allé explorer son environnement familial. Il s'avère que ses parents se reposent beaucoup sur elle pour s'occuper de ses sœurs, dont une est bipolaire et agressive envers autrui, qui a agressé une de ses sœurs très violemment ces derniers temps. Donc je lui ai expliqué que même si ses parents comptaient sur elle, ça n'était pas de sa responsabilité et qu'il allait falloir, pour s'en sortir, s'occuper d'elle d'abord et prendre soin d'elle d'abord. Ça a été très dur, mais elle l'a fait. Elle s'est sentie beaucoup mieux. Ce syndrome du sauveur, de s'épuiser à vouloir sauver les autres, alors qu'en fait, la personne qu'on veut réellement sauver, c'est soi-même, c'est quelque chose qu'il faut tacler absolument. Et on en reparlera dans un autre podcast, mais c'est vraiment très important. La deuxième chose que je suis allée explorer, c'était son environnement social, donc ses amis. La dernière fois qu'elle est allée voir ses amis, cette femme, elle est noire. Et quand elle est allée à cette soirée avec ses potes, elle arrive, première chose qu'on lui dit, c'est une remarque raciste. Moi aussi, j'aurais eu envie de boire, beaucoup, pour oublier ça, franchement. Donc, quand je lui ai montré à quel point c'était délétère et que c'était pas des relations très saines, elle a compris que c'était pas l'alcool le problème. C'est ce qui la pousse à boire qui est réellement le problème. Et c'était pareil pour les rats. Je fais pas une comparaison entre les rats et elle, évidemment. Je sais très bien que c'est pas un rat, mais je veux dire, l'expérience est exactement la même. Quand il n'avait pas d'entourage social, quand il n'avait pas de quoi changer les idées, quand il n'avait pas de dissociation, et je vais expliquer ce que c'est dans quelques instants, quand les rats n'avaient aucune dissociation, leur seul moyen de dissocier de la réalité, c'était de prendre cette drogue. La dissociation, c'est quoi ? La dissociation, c'est lors d'un trauma. Donc c'est un mécanisme de défense, c'est c'est notre réaction au stress en fait, un mécanisme de défense. La dissociation, c'est la réaction au stress qu'on a d'utiliser quelque chose pour ne plus souffrir. Donc ça peut être une dissociation dans l'esprit et sentir qu'on est en dehors de son corps, qu'on est acteur de sa vie, qu'on n'a plus du tout envie, qu'on n'arrive plus à retourner dans la réalité. Ou alors ça peut être je n'arrive pas à comprendre ma douleur psychique, du coup pour me soulager je veux une douleur physique et du coup je fais du sport à outrance, je me gave de nourriture,
ou même je me scarifie, je me fais du mal, je me coupe, je m'arrache les cheveux. J'en ai déjà parlé auparavant, mais c'était un moyen de dissociation pour moi de m'arracher les cheveux quand j'étais plus jeune. J'avais une période très très difficile dans ma vie et j'ai commencé à avoir ce trouble obsessionnel compulsif où j'enlevais mes cheveux, je les arrachais un par un. Et ben c'était un moyen de dissocier. L'alcool, c'est une méthode dissociative. S'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus besoin de dissociation. Donc il faut commencer par là. Par enlever le plus de douleur possible pour ne pas y retourner. Donc on est allé dans son entourage social et je suis allée voir qu'est-ce qui se passait et évidemment ça se passait mal. Puis aussi, je suis allée voir dans son travail qu'est-ce qui se passait. Et elle m'a dit que son patron la martyrisait, qu'elle était arrivée dans une nouvelle agence, qu'elle se sentait pas bien, que voilà. Elle était nouvelle et que normalement on aurait dû la former, l'aider, mais son formateur voulait absolument pas qu'elle soit là, du coup il l'a pas aidée, il a entretenu une relation malsaine avec elle. Et c'était très dur pour elle parce qu'elle voulait vraiment avoir cet emploi et se sentir bien. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Du coup, quand je l'ai soulagée en lui disant que, elle était complètement normale, c'était normal de pas se sentir bien avec un patron qui la martyrise, et qu'elle avait plus que, je crois, elle avait plus qu'un mois à tirer dans cette agence, parce qu'ensuite l'agence allait fermer, elle allait aller autre part avec d'autres collègues. Elle a été très soulagée, elle s'est dit voilà, je suis assez forte. Je suis assez forte pour tenir un mois de plus et ça va très bien se passer. Il y a aussi quelque chose qui revient très très souvent dans toutes les interactions que j'ai avec toutes les personnes que je prends en charge. C'est ce besoin de se confier. Parce qu'ils peuvent se confier à personne. Parce qu'ils ne peuvent avoir confiance en personne. Pourquoi ? Pourquoi ils peuvent avoir confiance en personne ? D'une part parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. La plupart ont des parents très maltraitants ou des parents avec qui ils ne peuvent pas parler de ce genre de choses parce que c'est tabou ou parce qu'ils ont peur de leur faire du mal. Du coup, quand ils ont des parents bienveillants et qu'on leur donne le droit de parler de ces choses-là, ça fait des relations très belles qui se transforment en quelque chose de très fort. Ça fait beaucoup de bien. Ou alors ils ont des relations délétères comme ma cliente avec ses amis qui font des remarques racistes sur elle. Et du coup là on essaie de changer, d'avoir des personnes moins toxiques autour et de trouver autre chose, de changer l'environnement. Changer l'environnement c'est la clé. C'est la clé. Donc on en fait en sorte qu'elle ait d'autres moyens dissociatifs. D'autres moyens pour dissocier tout ça, pour au lieu de trouver de l'alcool, trouver autre chose. Alors évidemment, il y a eu mon outil d'hypnose, puis il y a eu plein d'autres choses, trouver des loisirs appropriés, lors de ces loisirs, trouver des amis appropriés, construire des relations avec ses parents appropriés. Et ça a été comme ça jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle avait diminué, et voilà. À partir du moment où on diminue sa consommation de produits addictifs, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes clients qui, d'une part, se rendent pas compte de leur progrès, et d'autre part, se disent « ça m'est déjà arrivé de diminuer, ça n'est qu'une phase, ça ne durera pas ». Et c'est là qu'il faut être vigilant. En tant que coach, il faut être très vigilant. Et c'est là qu'il faut donner le plus de soutien, le plus de bienveillance, le plus d'amour, dans le sens amour inconditionnel du terme. Et c'est là que normalement on a le plus de résultats.
Voilà, c'était très détaillé. J'espère que ce podcast t'a plu et que ça t'a aidé en tant que soit personne qui a des addictions ou coach ou praticien qui a envie de mettre en place des techniques pour aider les gens qui ont des addictions, qui viennent te voir. Si tu as envie d'être vraiment formé là-dessus, de comprendre tout et de pouvoir mettre en place des solutions efficaces, non seulement pour toi mais aussi pour les autres, je t'invite à cliquer sur mon lien Calendly dans la description, sur lequel tu vas pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui est gratuit et qui m'aidera à voir si tu peux entrer dans l'école des life coach pour soit commencer une prise en charge en self-coaching pour comprendre comment est-ce que je fais pour me coacher moi-même, pour m'aider et arrêter de reposer, de consommer du développement personnel comme ça sans jamais rien mettre en action. Ou alors tu peux me contacter en tant que professionnel pour être complètement coaché et d'abord te guérir toi de tes propres mots pour ensuite utiliser tes mots, mais pas avec la même orthographe, pour aider les gens avec plus de bienveillance et avec un monde avec moins de souffrance. Le construire en tout cas. Voilà, c'est tout. Donc, si tu as quoi que ce soit, quelques questions que ce soit, ose les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. Et je te dis à très vite. Allez, bisous.